Salut à tous. Voilà, donc ça fait un moment que je vous ai abandonné, notamment parce que je suis parti en vacances à Toulouse. Sur le chemin, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur la ville qui allait m'accueillir pendant une semaine. Donc après avoir parlé de Constantinople et de Babylone, pourquoi pas parler de Toulouse, hein. Après tout, pas de jaloux. Toulouse, comme vous le savez, c'est la capitale de la Haute-Garonne, mais surtout de la région Occitanie. C'est la quatrième plus grande ville de France. Il y a presque 500 000 habitants, hein, 480 000 habitants intramuros, et il y a plus de 1 300 000 habitants dans toute la métropole. C'est quand même un bassin de population extrêmement important. Il y a une riche histoire, évidemment, à Toulouse. À l'image de Babylone, c'est une cité qui a notamment été dirigée par plusieurs peuples différents, donc on va en parler. C'est un endroit qui est peuplé par les humains depuis 3 millions d'années à peu près. Le premier peuple recensé à Toulouse, c'est un peuple celte qui s'appelait les Tolques Tectosages. Donc les Volques Tectosages s'installent dans cette zone, donc c'est des Celtes qui viennent de Bohême, et ils s'installent au 3e siècle avant Jésus-Christ dans cette zone. On pense qu'ils ont participé à une espèce de grande expédition avant de venir à Toulouse, une grande expédition en Asie mineure. Ils auraient notamment pillé la ville de Delphes, ce qui aurait constitué leur trésor que les Romains auraient piqué, le fameux or de Toulouse. On pense que ça vient de là. Le nom de Toulouse, on ne sait pas si c'est d'origine ibère ou celte, que ça viendrait peut-être du terme celte Tol. Vers moins 121 avant Jésus-Christ, vous avez les Romains qui contrôlent l'axe entre la péninsule ibérique et la péninsule italienne, ce qu'ils appelaient la Via Domitia. Vous voyez, donc ça vient des Alpes comme ça. Donc là, ça longe la Méditerranée, mais ça passe aussi par Toulouse. Et donc Toulouse va profiter de ça, notamment du commerce du vin venu d'Italie dans les années 70 avant Jésus-Christ. C'est un poste militaire à ce moment-là. La ville va également profiter, entre guillemets, par intelligence avec l'ennemi, d'aider Vercingétorix lors de sa révolte contre Rome. Donc en gros, on pourrait les appeler aujourd'hui des collabos, mais le problème c'est que comme ce sont les Romains qui ont écrit l'histoire et pas les Gaulois, du coup, on en parle moins, mais ils ont refusé d'aider Vercingétorix. Et du coup, ils en ont profité. Sur le plan commercial, sur le plan démographique, ça va devenir une ville extrêmement peuplée. Il va y avoir, on estime, 20 000 habitants à Toulouse. C'est une ville qui profite notamment de tout ce que l'Empire romain peut offrir, des théâtres, des écoles, des thermes, des égouts aussi, et même des remparts. Vous voyez ici, on est à l'endroit où subsistent à peu près les seuls restes de vieux bâtiments romains qui datent d'il y a en gros 2000 ans, hein, puisque la ville a été colonisée par les Romains à peu près au 2e siècle jusqu'au 4e siècle. Et donc c'est tout ce qui reste, des vieilles pierres romaines, puisqu'en fait ce qui se passe, on le voit hein, ici, ces bâtiments ont été construits avec des briques. Les briques ont été réutilisées ensuite pour construire des bâtiments dans les siècles qui ont suivi, et donc plus rien ne subsiste. On sait que sous le sol toulousain, il y a les bases des bâtiments romains. On estime qu'ils sont à entre 3 et 5 mètres sous le sol toulousain. On a trouvé par exemple des choses qu'on a creusé le métro. C'est tout ce qui reste à Toulouse de bâtiments romains. Donc moi je pourrais dire, si je me prenais pour Napoléon, en citant le grand Napo, du haut de ces tas de pierres, 20 siècles nous contemplent. Donc en gros, c'est des pierres qui ont 2000 ans, qui sont toujours là. Vous voyez, il y a différentes strates, hein. Il y a des briques plus épaisses en bas. Et c'est quand même fascinant de se dire qu'on peut marcher comme ça sur 2000 ans d'histoire. Vous voyez, là je pourrais aller manger mon sandwich tranquille. C'est tout à fait protégé et en même temps on peut y accéder. Là je suis devant Notre-Dame-du-Thor, une église qui date du 13e, 14e siècle. On est à un jet de pierre littéralement de la place du Capitole, c'est juste derrière. Et c'est une église qui a été construite en l'honneur d'un martyr toulousain, Saint-Saturnin, qui a refusé de respecter les dieux romains. Et donc, pour le remercier de ça, on l'a attaché à un taureau. Le taureau a entraîné le futur saint jusqu'au sortir de la ville. À l'endroit exact où la corde s'est rompue entre le futur saint et le taureau, a été établie cette église. Donc plus d'un millénaire plus tard quand même, malgré tout. Ce qui est étonnant, c'est que donc ils disent que le taureau l'a emmené en dehors de la ville alors qu'on est à 80 mètres, 100 mètres de la place du Capitole qui symbolise le centre-ville de Toulouse. C'est dire si au 3e siècle après Jésus-Christ, hein, on était en 250 après Jésus-Christ, la ville évidemment était toute petite, hein, ça n'a rien à voir avec les limites actuelles. Vous voyez, ici on raconte l'histoire de Saint-Saturnin avec son taureau. On voit bien le taureau là. Et là, devant, on voit aussi le taureau là à gauche. Elle est magnifique cette église. Et voilà l'église Saint-Cernin qui est illumineuse le soir selon Claude Nougaro. Donc Saint-Cernin, ça vient de Saint-Saturnin, hein, le fameux martyr qui a été traîné par un taureau dont je vous ai parlé. C'est une basilique absolument magnifique qui n'est qu'à 200 mètres du Capitole. Et donc c'est en l'honneur également de ce martyr que cette basilique a été construite. Au début du 5e siècle pour le coup. Hein. Au début du 5e siècle, va s'installer un peuple, on pourrait penser qu'il n'a rien à voir avec la zone, sont les Visigoths.
qui vont s'installer dans cette zone. Alors les Visigoths, c'est un peuple germanique qui viennent au départ du nord de l'Europe. Ils sont allés jusqu'en Asie mineure, ensuite ils sont allés dans les Balkans. Là, ils se sont heurtés à l'Empire romain. Le problème, c'est que les Huns, qui venaient de l'est de l'Europe, les ont attaqués. Pour fuir les Huns, ils ont demandé de l'aide à l'Empire romain. Ils leur ont demandé de les laisser passer. Les Romains ont accepté, mais c'était plus vraiment le grand empire romain qu'on connaît. Le problème, c'est que les Visigoths vont être persécutés par les Romains et du coup, ils vont se révolter et ils vont mener une guerre aux Romains. Ils vont écraser l'armée romaine à Andriinople, ce qui va leur permettre ensuite de se développer dans l'Empire, sachant que l'Empire romain vit ses derniers instants, puisque quelques décennies plus tard, il disparaîtra tout simplement, en tout cas l'Empire romain occidental. Ils vont d'abord passer par Toulouse, ensuite ils vont franchir les Pyrénées et aller s'installer en Espagne. Ils vont devoir, dans un premier temps, quitter l'Occitanie, puis ils vont revenir, ils vont refranchir les Pyrénées, et ils vont s'installer à Toulouse, cette fois-ci pour presque un siècle. À ce moment-là, le royaume des Visigoths, il est très très étendu, puisque comme vous voyez sur la carte, alors d'abord ils étaient en Espagne, ils occupent presque toute l'Espagne à part le nord et l'ouest, ils vont jusqu'à Gibraltar, ils occupent toute la côte méditerranéenne, et leur empire remonte jusqu'à la Loire. Ils occupent toute la façade atlantique de la Loire jusqu'au Pays Basque. Toute cette zone-là, vous voyez, tout le sud-ouest en gros de la France et le sud de la France, les 3/4 de l'Espagne, est occupé par les Visigoths. C'était un empire très puissant. Et la capitale de ce royaume wisigoth, c'est Toulouse. Et d'ailleurs, le royaume de Visigoth s'appellera le royaume de Toulouse, tout simplement. Donc eux, ils vont s'installer là, pas hyper longtemps, puisqu'ils vont partir au bout de moins d'un siècle. Ils vont être chassés par Clovis. Clovis prend la ville en 507 après Jésus-Christ, et du coup, les Visigoths, ils quittent la zone. Les Francs vont s'installer. Les Visigoths en Gaule vont conserver uniquement, en gros, le Languedoc et l'Espagne, où ils vont rester là pendant encore 2 siècles avant de se faire battre par les Arabes. Et donc, ça sera la fin du royaume wisigoth. Mais à ce moment-là, les Visigoths sont très puissants et bien installés à Toulouse. Au 7e siècle, la zone devient le comté de Toulouse, sous les Mérovingiens. Les Arabes qui, à l'époque, ne se sont pas arrêtés aux Pyrénées, ont commencé à effectuer des incursions au 8e siècle dans le sud de la France, vont notamment assiéger Toulouse. Ils vont être repoussés déjà par Charles Martel, qui sauve le royaume franc 10 ans avant Poitiers, puisque ça se déroule en 721. Il y a des historiens qui considèrent que cette bataille gagnée par Charles Martel à Toulouse est probablement aussi importante que celle gagnée à Poitiers en 732. Voilà. Ensuite, Charlemagne va intégrer le royaume d'Aquitaine, dont faisait partie à ce moment-là Toulouse, en 778, et va en faire une place forte contre les incursions des Sarrasins. À noter que Toulouse sera également attaquée par des Vikings. Donc là, c'est complètement à l'opposé. Je rappelle, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les Vikings, ils ne se sont pas contentés d'attaquer la Normandie. Ils sont aussi allés en Amérique, ils sont allés en Afrique, ils sont allés en Asie, et ils sont allés à Toulouse parce qu'ils devaient bien aimer la bonne gastronomie. Et donc, ils ont pillé la ville en 862, mais ils ne se sont pas installés par contre dans la zone. Ils sont juste contentés de faire leurs courses. Sous le Moyen-Âge, même s'il y a des luttes religieuse, il y a une espèce de hausse démographique qui va faire de Toulouse une des plus grandes villes d'Europe au XIIe siècle. C'est à ce moment-là, par exemple, qu'il construit le pont de la Dorade. Après, il va y avoir beaucoup de luttes entre les comtes de Toulouse et les ducs d'Aquitaine. Toulouse va être plusieurs fois reprise. Je vais vous épargner tout ça. Au départ, j'avais tout noté. Ce qu'on va se contenter de dire, c'est à ce moment-là, au XIIe siècle, que, par exemple, est instauré le système des capitouls. Donc me voilà devant le Capitole, c'est l'hôtel de ville de Toulouse encore aujourd'hui. C'est là où ont été créés les capitouls, où se sont installés les premiers capitouls. Donc c'était les représentants des quartiers, des faubourgs qui ont dirigé la ville à partir du XIIe siècle en 1147. Les premiers 8 capitouls ont siégé ici. C'est une des premières municipalités qui s'est organisée de ce genre, c'est typiquement toulousain. C'est une institution, les capitouls, qui a duré jusqu'à la Révolution, jusqu'en 1789, donc pendant du XIIe au XVIIIe siècle. Et à noter que les rugbymen du Stade Toulousain portent sur leur blason les couleurs et le symbole des capitouls, voilà, encore aujourd'hui. C'est une des premières finalement, c'est un des ancêtres des futurs conseils municipaux. On va arriver à la fameuse guerre contre les Cathares, qui n'ont rien à voir évidemment avec le futur pays organisateur de la prochaine Coupe du Monde. Ça va se développer dans le sud-ouest, notamment à Toulouse, Albi, etc. Et en gros, ça s'oppose aux catholiques en disant ils veulent séparer le matériel et le spirituel. C'est une sorte de protestantisme avant l'heure. Du coup, le pape déclare ça hérétique. Il envoie Saint Dominique. Donc c'était pas Saint Dominique à ce moment-là, il s'appelait Dominique de Guzman, et il va entamer une espèce de croisade, qu'on appellera d'ailleurs la croisade des Albigeois. Alors, dans un premier temps, lui, il va plutôt essayer d'éradiquer cette hérésie. Il va même s'établir à Toulouse pendant la croisade des Albigeois à la maison Seillant. Voilà, donc ici on est devant la maison Pierre Seillant, la maison qu'on a confiée à Saint Dominique de Guzman qui deviendra, c'était Dominique de Guzman qui deviendra Saint Dominique, le fondateur de l'ordre des Dominicains. Et c'est une maison qui est très vieille puisqu'on lui a refilé les clés en 1215, en pleine
croisade des Albigeois. Voilà, on est sur la place du Parlement. À noter que, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a quand même encore d'autres vestiges gallo-romains, puisque sur le côté, vous voyez, il y a quand même quelques pierres gallo-romaines ici qui ont été laissées à côté de la porte d'entrée. Donc la croisade des Albigeois commence en 1209, elle est menée par Simon de Beaufort. Simon de Beaufort va échouer d'abord devant Toulouse en 1211, il va ensuite battre les Cathares à Muret, donc 2 ans plus tard. Il entre finalement à Toulouse 3 ans plus tard en 1216, il va se faire nommer comte, mais Toulouse va se révolter 2 ans plus tard. De Beaufort, lui, n'était pas dans la ville à ce moment-là, il était à Beaucaire, du coup il doit remener un siège devant Toulouse, mais il est tué en 1219 sous les murs de Toulouse. Il y aura finalement une nouvelle croisade menée par Louis VIII en 1226 qui aboutit à un traité de paix qui se nomme le traité de paix Meaux-Paris, qui va être dirigé notamment par Blanche de Castille, qui était la régente, la mère de Louis IX, du futur Saint-Louis. De par ce traité, le comte de Toulouse jure fidélité au roi de France et va devoir par ailleurs fonder la deuxième université de France, ce qui va sans doute inspirer le fait que Toulouse est une des villes estudiantines, une des plus grandes villes estudiantines de France. Par la suite, il va y avoir une espèce d'inquisition menée par les dominicains, donc tout le XIIIe siècle. Ça signera la fin des Cathares, notamment en 1309. En 1271, le comte de Toulouse meurt sans héritier et du coup le comté de Toulouse devient domaine royal et est nommé pays de Languedoc. Et à ce moment-là, il y a une nouvelle période de prospérité qui survient. La ville devient la 4e ville du royaume, mais ça ne va pas durer très longtemps puisqu'au XIVe siècle, ça va être la catastrophe. Il va y avoir une crise agricole, il va y avoir la guerre de 100 ans évidemment dont j'ai parlé. Il va y avoir également une peste qui fait que la ville va passer de 40 000 habitants à 24 000 habitants. Le siècle d'après, il y a un grand incendie en 1463 qui va durer 15 jours et qui va détruire les 2 tiers de la ville. Un incendie qui serait parti d'une boulangerie, sans doute un différend entre un fan des chocolatines et un fan des pains au chocolat. Manifestement, c'est la chocolatine qui a gagné. Après ce grand incendie, une nouvelle période de prospérité va survenir au milieu du XVIe siècle, grâce notamment aux pastels. Ensuite, on arrive aux guerres de religion. Donc là, c'est les protestants qui sont bien installés dans la région et qui sont persécutés dans la ville. Il y a des inquisitions, il y a des bûchers. Il y a une révolte en 1562 qui va provoquer des milliers de morts. Les protestants sont chassés de la ville. Il y a même une répercussion de la Saint-Barthélemy en 1572. Genre 2 mois plus tard, en octobre 1572, il y a des massacres de protestants dans la ville. Le XVIIe siècle est marqué par 2 grandes pestes qui vont ravager la ville à nouveau. Et à ce moment-là, déjà comme maintenant, il y avait beaucoup plus de morts à l'époque, mais comme maintenant, les riches, les nobles et le clergé ont fui la ville pour laisser les pauvres se démerder en ville, comme on le voit maintenant durant la crise actuelle. Le canal du Midi est construit malgré tout à la fin du XVIIe siècle, entre 1666 et 1681. À ce moment-là, le canal du Midi se nomme Royal du Languedoc. C'est la Révolution qui va le nommer comme ça. Donc le canal du Midi, c'est ça. C'est de Toulouse jusqu'à la Méditerranée, jusqu'à Sète. Plus tard sera construit le canal de Garonne. Et l'ensemble est nommé le canal des 2 mers. C'est probablement le plus grand chantier de son époque. Je rappelle qu'on est à la fin du XVIIe siècle. C'est un des plus anciens canaux d'Europe. C'est un endroit magnifique. Et c'est au patrimoine de l'UNESCO. Sous la Révolution, les capitouls et le Parlement disparaissent. Ils essayent de conserver leurs privilèges, mais ils ne parviennent pas. Le peuple prend le dessus. Alors il y a la création du département de la Haute-Garonne, puisque c'est sous la Révolution que les départements apparaissent. Il y a quand même une insurrection royaliste en 1799, mais le peuple l'éradique. Finalement, il y aura une grande bataille menée par Wellington en personne, celui qui a battu Napoléon. Il va mener une armée espagnole et anglaise pour conquérir Toulouse en 1814. Toulouse qui est défendue quand même par le maréchal Soult, qui est un des grands maréchaux d'Empire. La ville est prise. On note que c'est la dernière bataille en date, on ne sait jamais, entre des Français et des Anglais sur le sol français. Le 19e siècle, la France est marquée par l'industrialisation, la révolution industrielle, mais pas forcément à Toulouse. Malgré tout, la gare de Matabiau est construite en 1856. Il y a également la place du Capitole qui est construite et des grandes artères, à l'image de ce qui se passe à Paris sous le baron Haussmann, où les petits quartiers sont détruits pour laisser place à des grands boulevards linéaires pour aérer la ville. Quand vous vous baladez dans le centre de Toulouse, vous croisez notamment 2 grosses artères qui s'appellent, donc celle-ci c'est la rue de Metz. Vous voyez, il y en a une autre qui est toute proche du Capitole, qui se nomme Alsace-Lorraine. Et ces 2 avenues ont été créées après la guerre de 1870 qu'on a perdue contre la Prusse, et pour faire chez les Prussiens. Quand on a créé ces grandes artères, on les a nommées Metz et Alsace-Lorraine. Je rappelle qu'en 1870-71, les Prussiens, en gagnant la guerre, nous ont piqué l'Alsace-Lorraine pour se venger d'une certaine manière.
ils ont décidé d'appeler ces deux grandes artères de Metz et Alsace-Lorraine pour dire genre c'est quand même à nous, même si vous nous l'avez piqué, c'est quand même à nous. Voilà. C'est une façon comme une autre de gagner les guerres. Il y a une grande crue aussi en 1875 de la Garonne. Le pont Neuf résiste, les ponts s'écroulent, mais pas le pont Neuf grâce à ces dégueuloirs, des espèces de trous dans les pieds du pont. Au XXe siècle, la démographie toulousaine a explosé. Il y a eu une grosse exode rural. Il y a également beaucoup d'immigrés qui ont fui le fascisme, notamment italien mais surtout espagnol. La ville va également profiter de la Première Guerre mondiale puisque déjà elle est loin des combats, mais aussi elle va construire des avions pour le front. Il y a également eu une grande immigration pendant la guerre d'Algérie. Depuis 1963, c'est une ville qui est spatiale. L'industrie toulousaine est notamment dirigée vers la construction spatiale. Aujourd'hui, on constate que tous les ans, il y a 15 000 habitants qui viennent s'installer en métropole toulousaine. C'est la ville qui possède le plus fort solde migratoire de France grâce à un cadre de vie exceptionnel. Dans la région, c'est très agréable. Vous avez la mer qui est pas hyper loin, vous avez la montagne qui est pas très loin. Par contre, la ville souffre du fait que, contrairement à quasiment toutes les autres grandes villes de France, à l'exception peut-être de Nice, c'est une ville qui est très loin de Paris et qui n'est pas desservie par des TGV, ce qui est quand même un comble pour une ville de 500 000 habitants. La ville est à 4 heures de train de Paris et à 6 heures de voiture, sachant que toutes les autres grandes villes sont à 3 heures maximum de Paris. On sait qu'on est dans un état jacobin et toutes les lignes de TGV partent de Paris. Par contre, les grandes villes autour ne sont pas liées par les TGV et ça, c'est presque un scandale. Et ça, faut vivre en province en fait pour s'en rendre compte. Quand on est à Paris, on se rend pas compte. On a l'impression qu'on peut se balader en France super facilement, mais en passant par Paris. Sinon, on peut pas. Toulouse se dispute avec Lille et Lyon le statut de plus grande ville étudiante de province. C'est les trois villes qui se disputent ce titre. Je vous conseille tous de venir visiter la ville. C'est une ville absolument magnifique. Et je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée et de bonnes vacances.